Mesdames, Messieurs, bonsoir, heureuse de vous retrouver pour un autre rendez-vous du savoir. La sphère géopolitique internationale demeure rythmée par de nouveaux rebondissements de puissance, suspension par l'Allemagne de la majeure partie de ses activités, de ses opérations militaires au Mali jusqu'à nouvel ordre, motif nouveau refus de survol par les autorités maliennes décriées par l'Allemagne, suspension donc de ces opérations militaires. Y a-t-il matière à crainte ou alors est-ce un pas vers la réaffirmation de la souveraineté de l'État du Mali? Mesdames, Messieurs, la grâce présidentielle accordée à l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo ne cesse de susciter des polémiques. Les réactions fusent de la part du PPACI, le parti créé par l'ancien président Laurent Gbagbo, mais également de la société civile ivoirienne, mais également des experts qui prônent plutôt l'amnistie au détriment de la grâce présidentielle. Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara, impossible réconciliation, comme le pensent des analystes politiques, ou alors il faut voir en cela un pas vers la réconciliation nationale. Pour en parler, des experts de haute volée. Monsieur Tapé Grobera, bonsoir. Madame Céleste Capel, je salue la direction d'Afrique Média, tous les techniciens qui nous permettent d'être présents à cette émission et les auditeurs et auditrices. Merci pour l'invitation que vous faites à notre modeste personne. Et c'est un plaisir renouvelé, Monsieur Tapé Grobera, de vous retrouver dans le cadre de ce programme. Il faut le préciser, chers téléspectateurs, vous le constatez si bien hier, à l'exception, voilà, pour un cas exceptionnel, mérite panafricain des chefs d'État, voilà, est diffusé ou alors est en cours ce jour au détriment de mérite panafricain des premières dames. Vous l'avez si bien constaté hier. Vous avez eu l'occasion de retrouver Monsieur Aboubakar dans le cadre du mérite panafricain des premières dames. C'est une exception pour cette semaine, soyez rassurés, chers téléspectateurs. Et également dans le cadre de ce programme, Monsieur Souleymane Kone Gbagbo, bonsoir. Bonsoir, Madame Céleste. Bonsoir, Afrique Média. Bonsoir à l'Afrique tout entière. Bonsoir à vos auditeurs. Et je salue Monsieur Tapé Grobera, le général Diawara, le général du peuple malien. Je salue tout le monde. En tout cas, c'est un honneur de me retrouver encore une fois sur Afrique Média. Merci. Disponibilité, Monsieur Souleymane Kone Gbagbo, vous êtes activiste panafricaniste et il faut ici rappeler que Monsieur Tapé Grobera est enseignant-chercheur. On n'oublie pas, Général Issa Diawara, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Permettez-moi de vous dire qu'aujourd'hui vous êtes bien sapé là. Donc bonsoir à mon frère Tapé Grobera, bonsoir à Souleymane Gbagbo Kone, bonsoir à tous ceux qui suivent Afrique Média. Bonsoir à l'Afrique et vive l'Afrique. Merci, madame. Merci, Monsieur Issa Diawara. J'ai envie de dire Général Issa Diawara. Pour reprendre les termes de Madame Amina Fofana, vous êtes analyste politique, mais également panafricaniste. On n'oublie pas également que dans le cadre de ce programme, nous aurons Monsieur Okosisi, qui est activiste panafricaniste. Alors, de prime abord, Monsieur Issa Diawara, je commence par vous. Suspension des opérations, de la majeure partie des opérations militaires au Mali de la part de l'Allemagne. Beaucoup vont en cela plutôt ouf de soulagement. Partagez-vous cet avis? Nous souhaitons même le départ de la MINUSMA dans son intégralité et dans son ensemble. Ce n'est pas que l'Allemagne, d'ailleurs nous avons travaillé pour que l'Allemagne suspende. J'ai tout dit sur Afrique Média que les cinq colonels sont des hommes très intelligents et très stratèges. C'est de cela qu'il est question. Donc, comprenez qu'ils sont en train, j'avais dit qu'après le départ de Barkhane, le cap, c'est le départ de la MINUSMA. Et nous ne plaisantons pas, je sais de quoi je parle. Donc, le MINUSMA doit partir d'ici. Et nous avons tout dit que les 49 mercenaires ivoiriens étaient vraiment un cadeau pour nous aider à atteindre certains objectifs. Donc, l'Allemagne suspend son vol. Est-ce que l'Allemagne avait d'autres choix? Parce que l'Allemagne demande là, ça passe pas. Qu'est-ce que le Mali a dit? Le Mali a simplement dit, vraiment faites confiance au colonel du Mali. Puisque quand on renouvelait le mandat de la MINUSMA, beaucoup n'avaient pas compris. On va le faire, ils vont partir d'eux-mêmes comme Barkhane, Takuba et autres. Et le Mali a simplement dit, le Mali a mis en place des mécanismes. C'est-à-dire quoi? Le Mali a dit dorénavant pour survoler, en tout cas, l'espace aérien du Mali, il faut une autorisation du ministère de la Défense. C'est ça que le Mali a demandé. C'est la seule condition que le Mali a posée. Et l'Allemagne demande à contourner cette interdiction. L'Allemagne demande
à avoir un cadre bilatéral avec le Mali en dehors du cadre que le Mali a avec la MINUSMA. C'est là tout le problème. L'Allemagne veut directement discuter en dehors de la MINUSMA. Or, l'Allemagne est là sous mandat de la MINUSMA. Là, ça passe pas. Le cadre, les mécanismes mis en place par le Mali pour collaborer avec la MINUSMA, c'est bien sûr, la MINUSMA ne doit plus survoler, il ne doit plus avoir un avion de la MINUSMA au ciel, ici au ciel, sans l'autorisation du ministre de la Défense du Mali. C'est de cela qu'il est question. Et ça n'arrange pas l'Allemagne. Pourquoi ça n'arrange pas l'Allemagne, madame? Puisque nous sommes partis du constat qu'à chaque fois que la MINUSMA a survolé l'espace aérien du Mali, ça n'a suivi une attaque. À chaque fois que la MINUSMA survole, ça n'a suivi une attaque. Donc, dorénavant, nous voulons savoir où est-ce que la MINUSMA va se positionner. Donc, nous, on devrait avoir nos avions qui doivent surveiller cela. Nos radars doivent être vraiment positionnés. Si nous sommes prêts, à ce moment, nous accordons l'autorisation. Or, ça n'arrange pas l'Allemagne, parce que l'Allemagne veut être l'alternative des forces françaises. C'est-à-dire, puisque nous avons chassé la France veut mettre ses alliés au premier plan. Ses alliés doivent être devant, et donc pour continuer de faire le boulot de la France. Faire de la France sans la France. C'est de cela, l'Allemagne travaille à cela. Et nous avons dit non. Même l'attaque de Tessit, à quoi nous avons assisté l'autre jour, c'est parce qu'il y a eu des drones qui ont survolé le camp malien de Tessit. Donc des drones ont survolé notre position. Et ensuite, il y a les canons César de la France qui ont frappé le camp militaire malien. C'est de cela qu'il est question. Et ensuite, madame, je profite pour vous dire, la MINUSMA, l'Allemagne dit être là dans le cadre de la MINUSMA. Mais ce qui s'est passé à Tessit, pourquoi ne pas condamner cela? Parce que comment les terroristes ont lancé l'attaque, les gens ont vu seulement une attaque meurtrière. Les terroristes se sont fondus au sein des populations. Et c'est parti des populations, et c'était à 15h30, madame, à pleine journée. Et ça, c'est inhabituel d'attaque. À 15h30, et ils se sont réfugiés, retranchés dans les populations, ils ont commencé à tirer sur le camp militaire. Quand l'avion du Mali est arrivé, qu'est-ce qu'on doit faire? Faut-il ouvrir des feux sur les habitations? C'est difficile que l'avion opère dans de telles conditions. Et en ce moment, c'était un piège. Soit l'armée repose sur les zones habitées, et on allait accuser l'armée d'exaction sur les civils. C'est de cela qu'il était question. Où l'aviation aérienne du Mali intervient, on allait accuser le Mali d'exaction sur les civils. C'est le piège qui a été tendu. Donc l'armée a été obligée d'essuyer des tirs. C'est pourquoi on a eu beaucoup de morts. Et l'armée a été contrainte de quitter, d'abandonner le camp, de se retirer d'abord du camp. Quand nous sommes retirés du camp, nous avons préparé, on a laissé ces gens-là qui ne sont pas intelligents rentrer dans les camps. C'est commencer à se filmer dans les camps. C'est à ce moment que le Mali a engagé la contre-offensive. Et durant combien de heures, aux environs de 19h, jusqu'à minuit passé, les combats étaient acharnés et le Mali a repris le contrôle du camp de Tessit. Au moment où je vous parle, le Mali contrôle totalement la localité. C'est de cela qu'il est question. Voici la vraie information, voici la bonne information. C'était un piège pour accuser le Mali d'exaction. Et l'attaque Tessit se trouve dans une zone où, bien sûr, la MINUSMA a son camp. C'est de cela qu'il est question. La MINUSMA est dans les parages. Pourquoi la MINUSMA n'a pas intervenu pour protéger les populations? Pourquoi la MINUSMA n'a pas communiqué? Au contraire, l'Allemagne s'est frustrée. Parce que jusqu'après, le Mali est toujours dans la logique de bloquer l'aviation, en tout cas de la MINUSMA. Vu qu'on a bloqué l'aviation de la MINUSMA, c'est pourquoi les drones de la France ont été obligés de violer notre espace aérien. C'est de cela qu'il est question. Nous allons remédier bientôt à cela. Je pense que l'état-major est en train de travailler dans ce sens. C'est dans ça que nous sommes. L'Allemagne veut seulement faire le travail de Barkhane. Et nous disons non, ça ne va pas passer. L'Allemagne qui est là. Et combien de Maliens savent même connaissent la présence de l'Allemagne? Depuis que l'Allemagne est là, l'Allemagne n'a jamais tué un seul terroriste, madame. Jamais. Demandez à l'Allemagne. Je défie le ministre, je sais pas, madame le ministre des Affaires de l'Allemagne, de dire le nombre de terroristes que l'Allemagne a une fois tués. Ou bien le nombre de civils qui ont été protégés par l'Allemagne. Ça n'existe pas. Si la ministre est là dans le cadre de la protection des civils, que l'Allemagne nous dise combien de civils ont été protégés. Aucun. Combien de terroristes ont été tués par la MINUSMA, par l'Allemagne? Aucun terroriste. La France, en 9 ans de présence, n'a tué que 49 terroristes. Et ces 49-là, ça reste encore à voir. Il s'agit de gens qui commencent à se rebeller. C'est de cela qu'il est question. Donc, madame, nous voulons le départ de la MINUSMA
Parce que la MINUSMA ne sert à rien ici. La MINUSMA dit vouloir protéger les civils. On ne peut pas protéger les civils quand on laisse les terroristes se promener. Donc la MINUSMA ne fait pas notre affaire. Nous ne voulons pas de la MINUSMA. C'est de cela qu'il est question. L'Allemagne peut partir. Nous disons au suivant. Merci. Monsieur Issa Diawara pour ce premier jet d'intervention. Alors, Monsieur Tapé Groubera, nouveau refus de survol par les autorités maliennes, une décision qui a été décriée par le gouvernement, par l'Allemagne. Quelle appréciation faites-vous de la situation, Monsieur Tapé Groubera? Merci, Madame Céleste. Je profite aussi pour saluer le général Issa Diawara, mon jeune frère Kone Babo et Kosisi Baba Nicolo, et bien évidemment d'autres personnes qui vont intervenir. Je peux, avant que je ne réponde directement à cette question, qu'on puisse faire une petite synthèse, parce que pour que les gens qui suivent Afrique Média puissent comprendre. Je rappelle que c'est depuis le 25 avril 2013 que la MINUSMA est au Mali. Donc cela fait aujourd'hui 9 ans, 2 mois, 28 jours. Et la question qu'a posée tout à l'heure mon frère Issa Diawara, le général Issa Diawara, est qu'on nous montre le nombre de terroristes que les gens ont tués. Parce que c'est vraiment l'élément qui a fait dire à la France qu'il fallait venir sauver le peuple malien. Ils sont là depuis 9 ans. Ils ne nous ont jamais rien montré. Nous sommes à 15 743 militaires depuis 2021 de soldats de la MINUSMA. Mais ce qui est assez étonnant, quand je préparais l'émission, je me suis rendu compte que la résolution 2584 disait que l'élément principal de la stratégie, c'est l'appui à la mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation au Mali. Ça m'a interloqué. Alors, de quoi parle-t-on? On parle des djihadistes ou bien y a-t-il un problème entre les Maliens? Je n'ai pas souvenance qu'il y ait un problème parce que dans leur développement, on a toujours fait croire que le peuple malien est attaqué par des djihadistes. Alors, comme on parle de mettre en accord, un accord entre les autorités du Mali et des djihadistes, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà déjà donc des différents éléments qui véritablement devaient faire réfléchir les uns des autres pour que les gens comprennent en réalité que la présence de ces forces est une force de dupe et nous sommes fatigués. Vous ne pouvez pas rester. C'est comme lorsque j'ai un mal et que j'utilise un remède. Si au bout de 9 ans, le mal persiste et ça s'aggrave, si quelqu'un me propose un autre remède, je ne vois pas quel est le mal à ce que je puisse utiliser l'autre remède pour pouvoir guérir. Tel est le cas de la situation du Mali. Les Maliens sont fatigués. Nous sommes fatigués de voir que chaque jour, c'est nos frères, nos mères, nos soeurs qui fuient, qui meurent au Mali, attaqués par soi-disant des djihadistes, que nous ne savons même pas comment est-ce que ceux-là sont armés. Comment se fait-il que ces personnes ont des pick-up, vraiment des nécris, ont comment on appelle, des kalachnikovs ou bien des armes de dernier cri, alors qu'aucun pays africain ne fabrique des armes. Donc c'est devenu un coin de business où des puissances comme la France, qui est, pour rappel, la 4e puissance en vente d'armes, ils se font, c'est un marché. On ne peut pas continuer comme ça. Et ce que mon frère, le général Diawara a expliqué est tellement clair. Comment se fait-il que le camp de Tessit, qui n'est pas loin du camp où se trouve la MINUSMA, et la MINUSMA ne sont pas intervenus. Le jeu comment on appelle, de l'Allemagne, c'était un jeu, ce sont les envoyés. On sait que la France, par dépit, elle est partie. Elle pensait être importante, elle est partie. Et aujourd'hui, la France sait qu'elle a perdu le Mali. Elle a peur, parce que la perte du Mali, ça va être un effet domino. Parce que les autres pays, on se rend compte que ce qu'ils nous ont fait, ils nous ont fait croire, la propagande qui consistait, s'ils partent, on allait mourir, ça, c'est faux, et on le constate amèrement. Je le dis et je le répète. Si les Occidentaux disent, et c'est ce qu'ils font, ils soutiennent que l'Ukraine peut résister à la Russie, qui a une puissance nucléaire, et même peut la battre. C'est pour cela qu'ils fournissent donc à l'armée, à l'État, ukrainien des armes. Pourquoi n'ont-ils pas cette même capacité de réfléchir en disant que non, ce n'est pas, c'est-à-dire que les Maliens ne sont pas confrontés à une puissance nucléaire. Ce ne sont que des djihadistes.
Pourquoi on ne remet pas les armes à l'armée malienne pour qu'elle puisse se défendre? Vous voyez, donc il y a ce jeu de dupes. L'Allemagne, je pense qu'elle veut bluffer parce que je sais que c'était un business qui les arrange. Donc ils essaient de bluffer pour se faire de la contenance. Mais aujourd'hui, ce que nous demandons purement et simplement, s'ils veulent nous aider, ils veulent aider le Mali, ils veulent aider les pays africains, c'est de donner les armes à nos États, à nos militaires, pour qu'ils se défendent contre ces soi-disant djihadistes et les outils qui y vont. On n'a pas besoin simplement parce que qu'ils viennent mourir. C'est bon, nous pouvons nous-mêmes nous arranger pour en contribuer. S'il le faut, les Africains sont prêts à aller sur le terrain pour combattre. On leur dit de garder leurs soldats qui ne meurent pas. Mais c'est pas compliqué ce qu'on leur dit, c'est aussi simple que ça. Donc, ici, je pense que le Mali montre la voie, et une voie qui est intéressante. Parce que, dans le rappel que vous avez fait, vous avez dit qu'il y a 437 milliards de francs CFA qui ont été virés pour épurer les dettes. Vous voyez que le Mali est en train d'aller progressivement vers sa souveraineté. Je ne vous dois plus. Ensuite, j'ai mon autorité au niveau du ciel. J'ai mon autorité au niveau de mes armes et j'ai mon armée. Et surtout, la plus grande armée, c'est le peuple. En plus du peuple malien lui-même, vous avez les Africains qui sont là. Donc, je ne sais pas pourquoi ce groupuscule d'individus qu'on appelle djihadistes ou tirailleurs peut pouvoir vaincre toute une population. Ce n'est pas possible. Donc, le Mali est inexorablement vers une marche qui ne peut pas s'arrêter. Et je pense que la quête de la souveraineté dont nous parlons, elle se dessine au Mali. Oh. Merci, Monsieur Tapé Groubera, pour cette première intervention. Alors, Monsieur Suleiman Konebagbo, l'amunissement aujourd'hui considéré par le Mali et par de nombreux panafricanistes comme une obstruction au développement, mais également à la stabilité du pays. Quelle est votre grille de lecture, Monsieur Konebagbo? Madame Céleste, ce que vous venez de dire là, l'amunissement, comme le camarade Diawara l'a dit, l'amunissement, qui dit MINUSMA, dit MONUSCO, dit ONUCI, dit en tout cas ONU, les Nations Unies. Je le dis toujours quand je fais mes interventions, nous, Ivoiriens, nous avons l'expérience de la crise, de la lutte panafricaniste contre l'Occident. Nous avons l'expérience. Nous savons comment il marche. Aujourd'hui, l'Allemagne, on vous dit très simplement, ici au Mali, c'est pour les Maliens dans un premier temps. Il faut respecter la souveraineté des Maliens. Maintenant, vous êtes venus. On ne dit pas non, on n'est pas contre le fait que vous soyez sur le territoire malien dans le cadre de la MINUSMA. Mais au Mali ici, voilà comment on marche. Quand vous voulez faire voler vos avions, quand vous voulez utiliser l'espace aérien du Mali, voilà comment vous devez vous comporter. Mais eux, ils refusent ça. Ils refusent ça. Ils veulent contourner le mécanisme. Le mécanisme qui a été établi dans le cadre de la MINUSMA. Mais pourquoi le mécanisme qui a été établi par les autorités maliennes vis-à-vis d'un certain nombre d'impératifs sécuritaires, vous voulez contourner ça, contourner ce mécanisme-là qui permet aux autorités maliennes d'avoir un œil sur toutes vos activités. Vous voulez contourner ça pour survoler pêle-mêle vos avions. Mais le peuple malien, c'est qui vous êtes. L'Afrique, c'est qui vous êtes. Tout le monde sait que vous êtes des voleurs. Tout le monde sait que vous êtes venus là. C'est pas pour lutter contre le terrorisme. Vous êtes venus là, c'est pas pour sauver le peuple malien contre quoi que ce soit. La preuve en est que la France elle-même, aujourd'hui, est confrontée à un problème de feu de brousse, d'incendie. La France n'est pas capable d'éteindre le feu qui est en train de brûler ses forêts. La France elle-même n'est pas capable. Ça fait des semaines qu'ils appellent à l'aide. Les Européens, les Allemands arrivent, les Suédois arrivent, les Autrichiens arrivent, des Canadiens viennent de partout. Mais ils ne peuvent pas éteindre le feu, simple feu.
Côte d'Ivoire était qui? Ils ne vont pas dans le cadre d'aider quelqu'un. Ils savent quel plan ils ont mis en place pour recoloniser l'Afrique, pour découper l'Afrique. Donc, comme aujourd'hui, la France n'existe plus, la France est en train de partir. Officiellement, la France dégage du terrain. Et les terroristes sont en difficulté. Ils n'ont plus d'appui, en tout cas logistique et en renseignement. Parce qu'eux aussi, ils ont besoin de renseignements et un nombre d'appui logistique. Donc, comme la France, conformément à leur altercation entre eux et puis les autorités maliennes, conformément à la décision du Mali de chasser Barkhane, la France n'a plus légitimité d'utiliser l'espace aérien du Mali. Alors, il faut se faire remplacer par qui? Par un Européen. Un Européen, parce que Macron l'a dit ici en février 2022. Macron a dit qu'en réalité, Barkhane avait vocation à se transformer en Takuba. Barkhane devait devenir Takuba. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un esprit d'européanisation de l'affaire. Donc, aujourd'hui, cette européanisation, cette idée d'européanisation est matérialisée par la présence de l'Allemagne. Donc, c'est l'Allemagne qui devait prendre les relais maintenant au sein du Mali. Donc, ils voulaient faire survoler leur avion pour aller prendre les positions des femmes et puis transmettre ces positions-là aux terroristes. Et pour que les terroristes viennent prendre, en tout cas, par surprise, les femmes. C'est ça l'idée de leur affaire. Donc, aujourd'hui, nous disons au peuple du Mali de rester cool. Parce que ces autorités qui sont là, ceux qui sont là, ils savent de quoi il s'agit. Et ils savent comment faire pour les empêcher de faire ce qu'ils ont envie de faire. C'est-à-dire de travailler en bonne intelligence avec les terroristes. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est des gens qui permettent aux terroristes de travailler, d'attaquer en bonne intelligence. C'est eux qui forment les terroristes. C'est eux qui financent les terroristes. On le sait, les preuves sont là, tout existe. Donc, oui, madame, la MINUSMA fait obstruction au combat contre le terrorisme du côté des FAMA. Ils empêchent les FAMA de combattre aisément le terrorisme. Voilà. Merci, Monsieur Souleymane Kone-Barbo, pour cette première intervention. Alors, Monsieur Général Issa Diawara, ces décisions allemandes, il faut le dire, arrivent dans un contexte marqué par une levée de fonds réalisation par le Mali de plus de 277 milliards de francs CFA sur le marché titre public de la zone UEMOA. Intéressons-nous un tout petit peu, Général Issa Diawara, sur cette levée de fonds. Quel enjeu autour de ce retour du Mali sur le marché titre public? Mais madame, c'est juste une question de souveraineté. Une question de souveraineté. Il fallait que le Mali, puisque quand le Mali n'avait pas payé ses dettes, ces gens-là avaient fait une note qu'ils avaient fait publier sur les réseaux sociaux. C'était pour montrer que les sanctions faisaient mal au Mali et que le Mali était un pays endetté qui voulait défier et la communauté internationale était endettée. Donc il faut montrer à la communauté internationale que le Mali a remboursé ses dettes et que le Mali ne doit rien à personne, dont nous continuons notre marche en avant vers notre souveraineté. Et d'ailleurs même, si le Mali est endetté, par qui le Mali a été endetté? C'est par des marionnettes que l'Occident avait mis à la tête du Mali. C'est ce qui se passe partout, un peu partout en Afrique. Des gens qui faisaient, à qui on attribuait des marchés, des infrastructures ici. Parce que l'Occident fait quoi? L'Occident vous octroie un prêt. Et l'Occident vous demande de construire un hôtel 5 étoiles pour ses missionnaires. Et ce prêt doit être remboursé par les contribuables africains. C'est de cela qu'il s'agit. Des pays qui se vendent de voir des gratte-ciel chez eux là. Et qui sont contents. Mais vous n'avez rien dans les ventes. Et vous vantez d'avoir des gratte-ciel chez vous. C'est un non-sens, madame. L'Afrique doit d'abord atteindre ce qu'on appelle l'autosuffisance alimentaire. L'Afrique doit atteindre ce qu'on appelle l'autosuffisance en matière de défense et de sécurité. C'est de cela qu'il est question. Et même en matière de diplomatie. Pourquoi l'Union africaine ne doit pas travailler à ce que l'Afrique ait un droit de veto? Pourquoi pas? Le droit de veto, si cela est conditionné
à la détention d'une arme nucléaire, mais qu'est-ce qui empêche l'Afrique d'en avoir? Si l'Afrique ne peut pas en avoir, mais que ceux qui détiennent ces armes nucléaires en soient dépossédés. La France ne peut pas avoir une arme nucléaire et continuer à nous chanter ici en Afrique. Continuer à nous piller tout simplement parce qu'elle a une arme nucléaire. Madame, ça ne passe pas. Donc c'est là le remboursement de ces prêts du Mali vise justement à montrer que le Mali a atteint d'asseoir sa souveraineté. C'est de cela qu'il est question. Comprenez que les colonels là ont pris le pouvoir, cela ne vaut pas encore 18 mois. Donc nous ne sommes pas dans ça, donc ça va prendre le temps nécessaire. Même ceux qui disent que le Mali enregistre des attaques normales, en 18 mois, même si tu donnais le Mali aux États-Unis, on ne peut pas tout de suite écarter tous ces dangers. Même aux États-Unis, il y a des attaques terroristes. Donc nous avons besoin de certains temps pour équilibrer les choses. Et madame, en ce qui concerne la souveraineté du Mali, Inch'Allah, nous allons avoir cette souveraineté. Et cette MINUSMA-là, l'Allemagne, là, nous avons décidé que l'Allemagne parte et autres là, tout simplement de qui tient-on les mandats de la MINUSMA? Madame, c'est la France qui a demandé à ce que la MINUSMA vienne au Mali. Mission des Nations Unies au Mali, c'est la France qui a demandé, c'est pas le Mali. Si c'est la France qui a demandé cette mission, et que la France même est expulsée du Mali, mais que la France plus bagage est parti, plus bagage ça veut dire quoi? Que la France ramène toutes ses forces, ses autres forces. Et G5, on l'a déjà expliqué, Takuba, MINUSMA, que la France parte avec ses forces. Pourquoi vouloir partir et garder encore une force alliée de la France ici? Puisque la MINUSMA au Mali est-elle alliée du Mali ou alliée de la France? Bien sûr, la MINUSMA est alliée de la France. Le Mali est combattu tout simplement parce que le Mali empêche l'Occident aujourd'hui de réaliser l'un de ses objectifs phares au niveau de l'Afrique. C'est-à-dire quoi? Occuper l'Afrique. Donc, vu que le Mali les empêche de s'implanter ici militairement, le Mali est en train d'empêcher la réalisation de leurs objectifs. Il faut combattre le Mali par tous les moyens. Oui, madame, nous avons remboursé leurs dettes, nous en avons affiché, nous en avons publié avec une photo de notre gouvernement à l'appui et nous disons Dieu merci. Donc nous voulons notre souveraineté. Tant pis ceux qui sont très endettés encore auprès de ces gens jusqu'au cou. Tant pis pour ceux qui se disent être des esclaves heureux. Nous ne voulons pas être esclaves heureux de quelqu'un. Nous voulons être des hommes libres. C'est de cela qu'il s'agit. Nous voulons que dans 100 ans, dans 200, même dans 1000 ans, que les Maliens qui viendront après nous sachent qu'il y a une génération de Maliens qui sont sacrifiés et ces Maliens doivent marcher la tête haute sans avoir à baisser la tête devant un petit Français. Nous ne voulons pas être un esclave bien nourri, bien menti, qui doit toujours, après 1000 ans, continuer à avoir comme maître, en tout cas les Occidentaux. Nous ne sommes pas dans ces calculs, nous voulons en sortir. Madame, le prix à payer est très élevé. Nous en sommes conscients. Nous demandons simplement que si la MINUSMA est une force de maintien de paix, que la MINUSMA parte du côté de l'Ukraine. Là-bas, il y a une vraie guerre qui se déroule. Nous pensons que la France mettra tout en œuvre pour avoir la MINUSMA, les forces de la MINUSMA du côté de l'Ukraine. Le Mali n'avait pas, ou du côté de la Syrie. Nous, en tout cas, nous sommes décidés à mourir face aux balles des terroristes et à monter petit à petit jusqu'à regagner tout notre territoire. Nous remercions tout le monde. C'est bon comme ça. Nous voulons faire notre guerre. Et ça, c'est trop demandé, madame. Merci. Merci pour cette intervention, Général Issa Diawara. Monsieur Tapé Groubera, le Mali de retour sur le marché des titres publics de la zone UEMOA, une bouffée d'oxygène pour plusieurs. D'autres, par contre, craignent cette levée de fonds. Alors, selon vous, quel impact de cette levée de fonds, réalisation de plus de 277 milliards de francs CFA, selon vous? Mais nous sommes dans un système capitaliste. Je ne vois pas pourquoi est-ce que cela peut véritablement gêner les gens. Dans le système capitaliste, c'est le capital. Effectivement, on s'endette, on prend des crédits. Le Mali n'est pas le premier pays à s'endetter. Et je pense que le Mali a les ressources. D'abord, les premières ressources d'un pays, c'est les ressources humaines. Et là, le Mali a les ressources humaines. Il y a des femmes et des hommes maliens capables de réfléchir et de permettre à ce que le Mali puisse, comment on appelle, payer ses dettes. D'ailleurs, je vous l'ai rappelé tout à l'heure, ils ont payé 437 milliards de francs CFA. Ensuite, le fait que le Mali est un pays riche, on parle même d'être le troisième producteur d'or en Afrique, peut-être même le deuxième. Donc le Mali a les ressources
pour pouvoir véritablement s'en sortir. Donc c'est une question de gestion, c'est une question de volonté politique. Et cela est manifeste aussi et au vu de tout le monde avec le gouvernement du président Assimi Goïta. On voit que le Mali est dans une volonté de se prendre en main. Donc c'est de manière légitime, comme les autres pays dits occidentaux, enfin dits puissances, vont sur les marchés pour prendre du crédit. C'est la même chose que le Mali fait. Le Mali a la possibilité de rembourser. Je pense que cela ne doit pas poser problème. On ne doit pas s'inquiéter. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes d'avis que tout ce qui est force qui peut empêcher le Mali vers la réalisation, vers l'intégrité de son territoire, toutes ces forces-là soient mises hors d'état de nous, bien qu'ils dégagent du Mali. Parce que le Mali n'a pas envie, les Maliens n'ont pas envie de passer encore. Je vous ai dit, ça fait 9 ans. C'est-à-dire qu'on va continuer de passer combien d'années en train de dire qu'il y a des soi-disant des djihadistes, alors qu'aujourd'hui, il est question de mettre toutes ces ressources humaines, ces ressources intellectuelles et autres, ces ressources naturelles, de les mettre en valeur. C'est là maintenant on va prendre quelques kidams sortis d'où des mercenaires pour venir attaquer le Mali pour, comment on appelle, empêcher le Mali d'évoluer, d'avancer vers son développement. Donc, madame, je pense que ceux qui sont pessimistes, je leur ai dit non, ils n'ont pas besoin d'être pessimistes parce que le Mali a tout ce qu'il faut pour pouvoir, d'ailleurs elle a montré, elle a remboursé ses dettes, donc aller sur les marchés. C'est vrai qu'on pourrait parler d'un retour, mais en réalité, ce retour, on le voit compte tenu de ces mesures injustes qui ont été imposées par cette coalition des chefs d'État ennemis des peuples africains, de la CEDEAO. Parce que ce qu'ils ont fait, aucun texte de la CEDEAO ne le permet. Aucun texte. Mais ils l'ont fait pour soutenir leur mandant, leur maître qui est, comment il s'appelle, monsieur Emmanuel Macron, pour pouvoir permettre à ce que on puisse empêcher le Mali d'avancer. Dieu merci, les choses sont là. On voit que depuis le 3 juillet dernier, les choses ont pris une autre allure et que bon, on a permis de lever ces sanctions. Aujourd'hui, le Mali, comme tout autre pays, va sur le marché pour prendre, enfin, pour emprunter. Et je pense qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Le Mali a tout ce qu'il faut pour que le Mali puisse s'en sortir. Je ne vois pas pourquoi il faut s'en inquiéter. Alors, on va prendre également un autre invité dans le cadre de ce programme Mérite panafricain. Madame Linda Labawi, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à vous, Afrique Média, et à vos invités, nos téléspectateurs. C'est un plaisir, renouvelé, Madame Linda Labawi, de vous avoir sur les antennes de la télévision panafricaine. Vous êtes analyste politique, mais également spécialiste des questions sécuritaires. Alors, avec vous, très rapidement, Madame Linda Labawi, suspension de la majeure partie des opérations militaires de l'Allemagne. Est-ce un non-lieu ou alors y a-t-il matière à craindre? Non, je ne pense pas qu'il y a matière à craindre. L'Europe est en crise, même avant le problème qu'il y a entre l'Ukraine et puis la Russie. Et il y a déjà des choses que j'avais, des éléments que j'avais déjà apportés par rapport à la coopération entre la France et l'Allemagne, l'Italie, tout ça, au sein de l'Union européenne concernant l'Afrique. Il y a deux visions. L'Europe est vraiment partagée. Il y a la vision allemande-italienne qui souhaiterait que l'Afrique se développe et puis eux-mêmes développent des marchés et puis travaillent normalement avec l'Afrique. Mais il y a la vision française-espagnole néocolonialiste qui consiste à continuer à profiter de l'Afrique sans rien débourser, en profitant bien sûr sur la population et en continuant à appauvrir l'Afrique. Et en tenant bien sûr sa population en otage. Mais les Italiens, par exemple, qui se sont frités maintes fois avec la France et qui ont accusé la France ils l'ont accusé d'être l'instigateur premier dans toute cette histoire de migrants et de migration vers l'Europe. On l'a vu, on a vu quelques députés italiens dénoncer tout ça, mais c'est également la politique allemande
les Allemands veulent bien travailler avec l'Afrique. Ça fait longtemps qu'ils se sont dégagés de cette histoire de colonie, tout ça. Le Cameroun est bien placé pour le savoir, du fait que c'était une colonie quand même allemande avant que les Français ne s'y installent. Donc, il y a ces deux visions de voir les choses. Et on a vu, quand le président algérien était en Italie, ce sujet a été abordé également avec l'Algérie, du fait que les migrants arrivent soit par le Maroc, l'Algérie ou la Tunisie, voire même la Libye aujourd'hui, après la déstabilisation de la Libye et l'accalmie, parce qu'il n'y a pas la guerre comme ça a été il y a quelque temps. Donc, par rapport à cette histoire de changer sa politique, l'Allemagne est dans une crise très très intense par rapport aussi à l'énergie. Mais récemment, il y a eu des accords avec l'Algérie. Il y avait une ministre allemande qui était en Algérie qui a signé des contrats, également dans des contrats qui consistent à développer l'hydrogène ensemble. Donc les Allemands, ils ont véritablement une vue sur le Sahel, mais pour développer du travail sérieux, offrir du travail aux Africains, en même temps, bon, profiter des richesses qui sont là, et c'est des marchés gagnants-gagnants. L'Allemagne va dans ce sens. Et si on a vu, là je vous ai parlé de la dernière visite de la ministre allemande, mais il y en a eu d'autres avant. Donc, les Allemands ont compris que pour s'introduire en Afrique, puisqu'il y a un veto français, il faut passer par l'Algérie et par la collaboration avec l'Algérie. Et l'Algérie est un vieux partenaire aux Allemands. Donc, ils essayent d'aller dans ce sens et de sortir tout doucement déjà de tout ce qui est énergie du gaz et énergie de l'uranium, énergie nucléaire. Donc les Allemands veulent investir même dans l'agriculture en Afrique. Ils ont cette volonté. Alors je ne pense pas que je ne pense pas que les Allemands sont de mauvaise foi dans ce sens. Ils ne veulent pas non plus s'impliquer davantage dans la politique française, et ils vont se retrouver une carte brûlée. Ils vont se retrouver dans la même position que les Français, où ils doivent quitter l'Afrique parce que la population n'en veut plus. Donc je ne pense pas. Vu ce qui est en train de se faire, et puis ils s'impliquent aussi. Faut pas oublier que c'était les Allemands qui ont calmé un peu le jeu en Italie quand il y a eu, en Libye quand il y a eu Berlin 1 et Berlin 2. Donc c'est un peu grâce à Merkel et sa politique que la Libye s'est un peu calmée, et la Libye n'est pas découpée aujourd'hui. C'est grâce aux Allemands. Ils comptent travailler avec le continent africain, et il n'y a que le continent africain de toute façon qui pourra sauver en grande partie leur économie. Linda Labaoui, je reste avec vous. Intéressons-nous, Madame Linda Labaoui, à la politique économique, financière et budgétaire du Mali, contrairement aux allégations de certaines puissances occidentales présentant les autorités maliennes, je cite, illégitimes. Le ministère de l'économie et des finances du Mali a souligné que la levée de fonds en réalisation de plus de 277 milliards de francs CFA est un succès et témoigne de la confiance des investisseurs en l'État malien, en son gouvernement et en sa politique économique. Quelle est votre grille de lecture, Madame Linda Labaoui? Le gouvernement de transition, c'est un gouvernement qui est la cible de pas mal de puissances. Ça, nous le savons, on en a souvent parlé, on en parle encore. Donc, ce gouvernement qui est là pour sauver le pays, il n'est pas là pour le détruire. C'est un gouvernement qui pourra pas faire des excès, il pourra pas aller dans le sens du pillage ou sinon ça se saurait, et sinon la France serait contente de l'avoir, et c'est pas le cas. Tant mieux d'ailleurs pour le peuple malien. Donc le problème du Mali, il est très très clair. Le Mali, c'est le cœur, c'est véritablement le cœur du Sahel, le cœur de l'Afrique.
Donc, je l'ai dit souvent, je le redis encore ce soir, quand on est au Sahel, quand on est au Mali, on peut dominer une bonne partie de l'Afrique. Le Mali, ce sont quelques dizaines de tribus Azawad, ce sont plusieurs ethnies, donc c'est tout ça, et c'est toutes les ethnies qu'on retrouve en Afrique quand on creuse un petit peu. Donc le problème du Mali, c'est pas économique. Pour le moment, on peut pas parler d'économie. Le Mali est en guerre. Le problème, c'est que on vise le Mali parce que c'est en géopolitique, c'est c'est un endroit très stratégique, très stratégique. Tout ce qu'on, voilà, on parlait de l'Allemagne. Je vous ai dit, l'Allemagne veut développer surtout tout ce qui est énergie propre. Et puis je pense que le Mali est très bien placé pour ça aussi, parce qu'il y a de l'hydrogène. Donc on peut parler de n'importe quoi. On peut parler de le Mali a une position très stratégique, et c'est pour ça d'ailleurs que la France l'a laissé enclavé, pour le tenir davantage. Donc pour moi, ça n'a rien à voir avec l'économie. Les gens qui sont là maintenant, c'est des gens qui vont faire attention aux derniers centimes qui rentrent chez eux. Et puis, je sais aussi, par conviction, par rapport à tout ce que je suis concernant le Mali, ils sont en train d'aller vers une sortie aussi de tout ce qui est franc CFA, et on est obligé de passer par là. Quand je parle, je parle de tous les pays qui sont concernés, donc ils sont obligés de sortir de là parce que les choses risquent de s'aggraver pour la France. La France est très mal en point. Et au niveau de l'énergie, d'ailleurs, ils étaient vendeurs d'énergie. Depuis 2 jours ou 3 jours, ils sont devenus acheteurs d'énergie, acheteurs d'électricité. Donc déjà, là, vous comprenez qu'il y a un gros souci en France. Merci, Madame Linda Labaoui, pour votre intervention. Monsieur Souleymane Kone-Gbagbo, suspension de la majeure partie des opérations militaires de l'Allemagne, est-ce un non-lieu ou alors il y a matière à craindre? Madame, c'est un non-lieu. C'est un non-lieu, ça. Ça, il n'y a pas de problème. Des gens qui sont là, comme des, je sais pas, des accompagnateurs, non seulement c'est un non-lieu, mais côté Mali, côté Fama, c'est un avantage. Parce que pourquoi? Ça va permettre aux Fama d'interdire et de priver des terroristes leurs appuis aériens, leurs appuis en tout cas en renseignement. Parce que les Allemands, ils travaillent dans ce sens au Mali. Prendre des renseignements, aller donner aux terroristes, et les terroristes font des frappes ciblées. C'est ça. Donc, c'est un non-événement dans le sens, mais c'est un avantage pour les femmes dans d'autres sens. C'est un avantage dans le sens où même le Mali est en train de travailler à ce que toutes les forces étrangères sur le territoire malien dégagent. C'est ça. Voilà pourquoi c'est un avantage pour le Mali. Parce que des gens qui sont là, qui ne sécurisent personne, l'attaque de tes sites là, c'était, comment on appelle ça, en présence des casques bleus. Ils sont là, les gens sont en train de, malgré tous les appareils dont ils disposent, les gens sont venus, ils sont venus attaquer, aucun mort côté casque bleu. Et ils ne meurent jamais. Si ce n'est pas des mines qui aident, ils ne meurent jamais. C'est quel groupe de combattants, il n'y a jamais un élément parmi eux qui meurt au front. Ça, c'est quoi ça? C'est des gens, en réalité, qui viennent embêter les gens. On les a vus en Côte d'Ivoire. Non seulement ils ne participent pas au combat contre les rebelles, ils ne sécurisaient pas les civils. Pourquoi j'ai dit qu'ils ne sécurisaient pas les civils? En 2011, je le redis toujours, en mars 2011, le temps des réfugiés de HCR à Djongo Carrefour, où la population était venue se réfugier, ce temps-là a été attaqué par
les rebelles d'Alassane Ouattara en présence des casques bleus de l'ONUC. Il ne peut pas lever le petit doigt. Bon, ce genre de personnes-là, ils savent à quoi? Ils ne savent rien. Ils ne savent rien, en tout cas, dans la lutte contre le terrorisme. Au contraire, en Côte d'Ivoire, ce sont eux qui transportaient les rebelles d'un point A à un point B. C'est avec leurs avions que les rebelles voyageaient, que les rebelles circulaient. C'est avec leurs voitures, leurs cargos, etc., leurs véhicules, que les rebelles circulaient en Côte d'Ivoire. Les rebelles quittaient le nord pour aller habiter en Côte d'Ivoire. Donc ce sont eux qui transportent les terroristes d'un point A à un point B. Ce sont eux qui planifient les attaques avec les terroristes. Ce sont eux qui donnent des renseignements aux terroristes. Ce sont eux qui donnent les armes, les munitions, etc. aux terroristes. Ça, c'est une réalité. C'est caché à personne. Donc ces personnes-là, quand ils sont fâchés pour dire on suspend, mais bon débarras. Bon débarras. C'est au désavantage, même au désavantage des terroristes. C'est peut-être les terroristes qui seront fatigués. Et vous allez voir ça bientôt. C'est les terroristes qui seront fatigués. Parce que non seulement la France ne peut plus donner d'appui aérien et un renseignement aux terroristes, mais encore la force allemande, sur qui, la force européenne, je dirais, sur qui la France peut compter, aussi dit qu'elle suspend, en tout cas, ses opérations avec la ministre. Mais c'est bon débarras. Et c'est dans ce sens qu'on est en train de travailler. C'est dans ce sens que les autorités maliennes sont en train de travailler. Et je sais pertinemment que d'ici la fin de l'année, il y a d'autres forces, il y a d'autres forces qui vont dire, il y a d'autres pays qui vont aussi suspendre parce que ça ne va plus marcher. Ça ne marchera plus, ils ne pourront plus donner de renseignements aux terroristes, etc. Parce qu'il y a un mécanisme qui a été mis en place. Qui a été mis en place par les autorités maliennes. C'est-à-dire que tu ne peux plus survoler sans nos accords. Et quand tu veux survoler, il faut que tu nous dises, tu pars d'où, à quelle heure, et tu vas où. Par rapport à ça, on suit ton mouvement. Et quand tu dérailles de ton mouvement, quand tu dois partir par exemple à Tombouctou, et qu'on te voit à Gao, mais on se demande pourquoi tu es parti à Gao, là tu dis que tu es à Tombouctou. Donc tu vas nous expliquer pourquoi. C'est ça, c'est ce mécanisme qui est mis en place. Donc ils veulent contourner ça, et ça les enlève pas. Donc, ils sont coincés en fait. Ils ne peuvent plus travailler pour les amis terroristes, mais ils sont coincés, alors il faut dégager. Donc c'est un bon débarras qui dégage. Voilà. Général Issa Diawara, suspension donc de ces opérations, un pas vers la réaffirmation de la souveraineté de l'État du Mali qui, d'après certaines puissances occidentales, les autorités maliennes sont, je cite, illégitimes. Ok. Madame, qui dit que les autorités du Mali sont illégitimes? Je ne sais pas si la personne elle est malienne, si le pays en question appartient au Mali. Et la légitimité des autorités du Mali ne dépend que des Maliens. C'est à nous, Maliens, de dire qui est légitime et qui ne l'est pas. Et tout comme c'est aux Français de dire qui est légitime en France ou qui ne l'est pas. Ce n'est pas un autre pays, en tout cas, de nous dire cela, de dicter cela. Et ça, c'est ce qu'on appelle la posture néocoloniale, la posture paternaliste. Le Mali n'appartient pas à la France. Le Mali n'appartient pas à un pays de leur communauté internationale. Et communauté internationale, mais nous en faisons partie. Ou bien les gens pensent que la communauté internationale, c'est quoi? C'est seulement la France, l'Allemagne, les États-Unis, l'Angleterre. Nous autres là, nous sommes exclus. Ou bien, nous autres là, mais attendez, nous faisons tous partie de la communauté internationale. Mais puisqu'ils ont créé cette expression pour diaboliser les gens, et la communauté internationale a condamné, la communauté internationale a dit ceci. Mais c'est qui considère la communauté internationale? Il y a quel texte dans ce monde qui régit, en tout cas, cette communauté internationale? Qui sont membres? Nous autres là, nous faisons tous partie de la communauté internationale, madame. Donc ici, nous disons que nos autorités sont très légitimes. Je l'ai dit, je le répète, le 14 janvier 2022, plus de 4 millions de Maliens dans la rue. Madame, aucun président élu au Mali n'a jamais bénéficié de 4 millions de voix des Maliens. Ça n'a jamais existé. Ibeka en 2018 a été réélu par 2 millions et quelques de Maliens. Jamais un président n'a atteint 3 500 000 de voix. Ça n'a pas existé dans l'histoire du Mali.
Nous sommes sortis 4 millions, madame, à 0 francs. On n'avait pas besoin d'une élection pour faire perdre des milliards à un pays qui venait d'être sanctionné. Nous sommes sortis à plus de 4 millions ces jours-là pour élire notre président. Nous l'avons confirmé. C'était l'élection. L'élection populaire, madame, à ciel ouvert. Si Macron est sûr de sa popularité, qu'il l'efface. De tous ces présents qui disent vouloir nous sanctionner, mais qui sont légitimes. Que quelqu'un d'entre eux, je mets quiconque au défi, ose mobiliser 4 millions de leurs concitoyens. S'ils peuvent le faire. D'ailleurs, ils auront 4 millions de pierres sur leur visage. C'est de cela qu'il est question. Nous avons mobilisé 4 millions ici, les autorités ont mobilisé 4 millions. Donc nos autorités sont très légitimes. Et nos autorités sont en train de mettre en œuvre une feuille de route, en tout cas proposée, élaborée par les Maliens. Assimi Goïta n'était pas présent quand on élaborait cette feuille de route. Ce sont les fonctionnaires du Mali. Et ce sont des jeunes du Mali. Ce sont les fêtières de la presse. Et ce sont les leaders religieux, les autorités coutumières. Toutes les couches du Mali qui sont mises ensemble dans le cadre de ce que nous avons appelé ici un dialogue, les assises nationales. Et c'est à travers ces assises nationales que cette feuille de route de la transition a été élaborée et proposée, madame. Et ensuite, ça a été validé par d'autres partenaires du Mali. Mais il n'y a quelle légitimité plus que cela. Tout ce que le colonel Goïta fait là, mais vous allez retrouver cela dans les conclusions, bien sûr, des assises nationales. C'est de cela qu'il est question de la refondation du Mali. Quand on dit refondation du Mali, et qu'on parle de Malikoura, le concept Malikoura, il s'agit du Mali sous un autre visage. Il s'agit du Mali qui ne soit pas vassal de la France. Malikoura, c'est ça que ça veut dire. Malikoura, c'est Bambara en français, ça veut dire nouveau Mali. Il ne s'agit pas de déplacer les frontières du Mali ou de changer les Maliens. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de refonder les systèmes de gouvernance du Mali. C'est de cela qu'il est question. Et dans la refondation de notre système de gouvernance, bien sûr, il est question que le Mali cesse d'être un État vassal de la France, où la France peut amener toutes les forces, toutes les pourritures du monde. C'est de cela qu'il est question. Il s'agit pour nous de mettre en œuvre un nouveau type de Malien qui soit conscient des enjeux nationaux et des enjeux internationaux, des enjeux géopolitiques dans lesquels le Mali se trouve. C'est pourquoi, conscient de ces enjeux, les Maliens sont sortis saluer les sanctions de la CEDEAO le 14 janvier à plus de 4 millions de Maliens. Voilà. Plus d'un cinquième de la population du Mali. Donc, comprenez que nous, aujourd'hui, les autorités du Mali sont très légitimes. Si ces autorités n'étaient pas légitimes, on allait signifier ça dans la rue. Tout comme on a montré à Ibeka qu'il n'était plus légitime. C'est pas parce que vous allez élire un président et qu'il doit avoir 5 ans et qu'il doit avoir le droit de faire 5 ans de malheur sur son peuple. Au Mali, non, nous on ne fait pas ça. Si on te lit là, et que tu commences à trahir le peuple, tu vas du côté de la France là. Nous qui t'avons élu là, nous reprenons la rue et puis on te ramène chez toi à la maison, tranquillement. Nous allons reprendre les choses à main, le peuple reprend. C'est cela le Mali. Nous avons ce contre-pouvoir. C'est de cela qu'il est question. Que ces gens-là comprennent cela, il n'y a pas de problème. Donc ce n'est pas un État tiers de dire qui est légitime au Mali, qui ne l'est pas. C'est aux Maliens de définir, de donner la légitimité aux autorités du Mali. Et aujourd'hui, c'est un jeune Malien qui vous parle. Je ne suis pas membre d'un organe de la transition, madame. Quand je me connecte, c'est avec mon forfait, c'est avec mon argent. Donc c'est avec mon travail. Je ne suis pas un membre et je n'ai pas de militaire dans ma famille. Je suis un citoyen malien lambda. Donc c'est nous qui parlons. Donc je sais de quoi je parle. Nous sommes des citoyens maliens tout court. Donc nous disons que nos autorités sont légitimes. Je ne suis pas membre d'un parti politique ou membre de la famille des militaires ou je ne suis pas membre d'un organe de transition. Je suis un Malien libre, un citoyen libre. Nous avons longtemps rêvé de telles autorités et maintenant nous sommes fiers de nos autorités. Nous avons longtemps rêvé de ces autorités. On en parlait partout. Nous avons ces autorités, nous les protégeons et nous n'attendons que leur appel. Si le colonel Goïta fait comme ça, un clic de doigt simplement, qu'il a besoin de volontaires, madame, dites-vous que nous répondons présent. C'est de cela qu'il est question. Nos autorités sont légitimes, nous disons bravo à eux, et nous disons malheur à ceux qui croient que ces autorités ne sont pas légitimes, que ces gens-là continuent en tout cas de rémunérer encore leur aigreur. Les jaloux vont maigrir, les jaloux vont longtemps souffrir. Nous continuons droit, nous sommes en train de construire notre souveraineté. Puisque une souveraineté, ça se construit. Nous sommes en train de la construire, madame.
Nous sommes en train de construire notre souveraineté. Et Dieu seul sait à quel point nous allons construire cette souveraineté. Merci. Alors, Madame Linda Labaoui, réaffirmation de la souveraineté de l'État du Mali à travers cette décision catégorique des autorités maliennes, notamment le refus de survol. Pardon, parce qu'il y a eu une petite coupure, j'ai pas écouté la question, excusez-moi. Peut-on parler d'une réaffirmation de la souveraineté de l'État du Mali au regard de ces décisions catégoriques, notamment ou bien celle du refus de survol sur son sol? Il y a une chose qui est certaine pour celui qui suit la politique malienne en ce moment, c'est que là, les gens qui sont au pouvoir, ils sont droits dans leurs bottes, il y a des décisions qui sont prises, donc ils font des annonces et ils appliquent ce qu'ils ont pris comme décision avec une totale liberté et une souveraineté aussi. Il faut parler de souveraineté. On sent qu'il y a des décisions propres à ce gouvernement. Il se réfère à tout ce qui les entoure comme moyen par rapport au CNT, par rapport aussi à toutes ces réunions entre particuliers, entre populations. Mais les décisions finales reviennent aux Maliens. Quels que soient ces Maliens, on peut les appeler juntes militaires, on peut les appeler gouvernement de transition, on peut les appeler, mais ça revient quand même aux Maliens là, de tout ce qui se passe. C'est eux qui prennent ces décisions, et c'est ça qui gêne. Je pense bien, je connais bien l'histoire de France, et la France n'aime pas qu'on lui soit hostile, surtout quand il s'agit du blanc et du noir. Ils nous ont jamais considérés comme des êtres humains. On restera toujours en dessous. On a beau avoir des diplômes, on a beau réussir, ils sont quand même blancs. C'est ça le véritable combat. Et je vous ai parlé il y a quelques jours, je vous ai dit, on nous a fait imaginer que l'ange était blanc et Satan était noir. Et ça restera comme ça. Donc on restera basané, eux c'est les blancs. On retrouve ce problème aussi, ce qui se passe en Ukraine. Ça tourne aussi autour de ça. Trump, avec tous les scandales qu'il y a, son désaccord avec le parti républicain, c'est aussi ça. Trump, il n'aime pas les Chinois parce qu'ils sont asiatiques, parce qu'ils sont jaunes. Il préférait Poutine parce qu'il est blanc. Il y a cette histoire de racisme qui est là, et ça gêne que ça soit même monsieur Assimi Goïta, qui est malien à 100%, qui prend les décisions avec ses acolytes, avec les gens qui l'entourent. Ça gêne énormément. Comme ça gêne aussi le jour où l'Algérie a dit c'est terminé, on survole plus les airs. Ça a été le scandale. On a vu Macron sortir pour dire est-ce qu'il y avait une nation algérienne avant l'occupation. On s'est pris toutes les insultes possibles. Parce qu'il n'y a pas d'Afrique blanche, il n'y a pas d'Afrique noire, il y a une Afrique tout court. Et heureusement que maintenant, on commence à dépasser ce stade, et il y a beaucoup d'Africains qui l'ont compris, que ça soit dans le nord ou dans le sud. Maintenant, je vais rajouter quelque chose pour que nos amis maliens quand même réfléchissent un peu comment ils peuvent se défendre par rapport au terrorisme. On verra bien que le terrorisme est toujours vers les frontières, les deux frontières, les trois frontières. Pourquoi il se développe à ce niveau-là? Il se développe parce qu'il n'y a pas d'accord entre les pays. On n'a pas d'accord. Quand il y a une action terroriste qui se déroule au Mali, les terroristes ils vont tout de suite se réfugier en Niger. S'il faut les attraper, les Maliens ne peuvent pas passer de l'autre côté. Les Nigériens, s'ils les attrapent, il faut toute une procédure. Il faut qu'il y ait déjà une condamnation côté Mali. Il faut qu'un tribunal s'est prononcé. Il faut aussi qu'il y ait un avis de recherche international. Donc c'est une procédure qui prend 1 an, voire 2 ans. Pour arrêter un groupe terroriste. C'est ça qui fait la faiblesse de l'Afrique. C'est tous ces désaccords qu'il y a entre nous, mais c'est tous ces accords qui n'existent pas. Il n'y a pas. Donc, au niveau du Burkina, il y a quelque chose qui va se passer.
et on peut pas aller au-delà parce que on n'a pas d'accord. Ça fait toute notre faiblesse, ces divisions, mais ces accords qu'on n'a pas, et tout un système qu'on a toujours empêché d'évoluer. Et c'est ça que la France, en vérité, recherche. Elle recherche des gens au pouvoir, et c'est elle qui gère. Et le Niger ne pourra pas faire des accords avec le Cameroun ne pourra pas faire des accords avec le Burkina, ainsi de suite, et on reste toujours divisé. Et moi, je crois au peuple, parce que si un terroriste qui fuit côté Niger, et les Maliens, ils passent de l'autre côté, ils leur ramènent de leurs frontières à eux, là, on peut le juger et on peut l'attraper. Donc, c'est les peuples qui ont la parole. Je suis d'accord avec notre ami Jawara, c'est le peuple malien qui est en train de gagner. Et le peuple malien gagnera parce qu'il reste solidaire avec les gens qui sont en place et qui sont en train de se sacrifier. À chaque fois, il y a des morts. À chaque fois, il y a des morts. Et ces morts-là, ils meurent pour le pays. Ils meurent pour la population. Donc, le peuple malien est conscient. Et on a beau les appeler juntes militaires, c'est des gens qui sont là pour défendre leur pays. Et c'est eux qui gagneront avec leur peuple. Inch'Allah.